Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous sommes avec la décryptance Monsieur Chris Gunnag pour parler de l'UFC 278 Kamaru Usman Leon Edwards. Est-ce que Chris t'es un petit peu chaud pour ce combat-là? Est-ce que c'est un combat qui te passionne? Malgré, c'est vrai, on en parlait un petit peu en off avant le podcast. Selon toute vraisemblance, il va passer un peu sous les radars avec tout ce qui va arriver juste après. Moi, je suis ultra hype pour ce combat. Je me rends compte de plus en plus que, faute de temps, je regarde de moins en moins les promotions de l'UFC, les countdowns, les previews et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je m'auto-hype sur base de la qualité des athlètes qui combattent. Et là, clairement, Usman et Edwards sont deux personnes qui ont une personnalité relativement plate. Donc, par défaut, l'UFC les met très peu en avant. Mais par contre, quand ils sont dans la cage, c'est absolument exceptionnel ce qui se passe. Donc moi, je suis très très hype par cette revanche. Wow. Et bah, réponse d'ici quelques secondes pour l'analyse de Chris. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Kamaru Usman, Leon Edwards s'était déjà affronté il y a quelques années de ça. C'était un combat différent, c'était un combat en 3 rounds. Kamaru Usman s'était imposé par décision. C'était un Kamaru bien différent, Leon Edwards bien différent. Pour toi déjà, par rapport à ce combat-là, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce qu'on peut se baser vraiment sur ce qui s'est passé il y a quelques années pour justement tirer quelques infos sur ce qui pourrait se produire là prochainement, parce qu'on remarque que les deux ont quand même pas mal évolué, puis sont passés dans des sphères quand même différentes, puisque c'était pas du tout les mêmes enjeux à l'époque. Alors, je pense que ce deuxième combat sera réellement différent dans la mesure où Usman, dans le premier combat, il n'avait pas vraiment un beau striking. Il rushait un peu dans ses décisions debout en vue de directement lutter. Et donc, il était assez anticipable dans son approche. Mais il était tellement fort déjà en lutte que ça lui a suffi pour obtenir la victoire à la décision. Aujourd'hui, il a pris confiance en son pied-point et il développe du coup un jeu où il commence par essayer d'imposer son jeu debout pour un peu mieux masquer sa lutte. Et donc, ça va normalement nous offrir des plus longs moments en pied-point. Et effectivement, de l'autre côté, on a un Edwards qui est absolument excellent en pied-point. Donc, ouais, j'ai vraiment cette impression que le deuxième combat sera complètement différent que le premier, dans le sens où Usman est beaucoup plus calculateur qu'avant, Edwards aussi. Et je pense que Usman aura confiance en son striking pour rester debout contre Edwards, même si je pense qu'il sait que c'est là où il prend le plus de risques et il va donc chercher à imposer sa lutte comme il l'a fait dans le premier combat, juste avec une approche plus patiente. Et donc, ce sera une dynamique de combat différente, même si les objectifs resteront les mêmes. Ok. Et justement, par rapport à Kamaru Usman, qui là, on le voit de plus en plus au regard de ses sorties, et depuis surtout son passage chez notre cher Trevor Whitman, n'est-ce pas Chris? Ça a pas mal changé. Est-ce que tu penses que là, il peut faire un retour aux basics? Et surtout, est-ce qu'il, au-delà de le pouvoir, est-ce qu'il a envie aussi de le faire? Parce qu'on a cette impression, mine de rien, que chez Kamaru Usman, là, il a envie de montrer qu'il peut mettre un petit peu KO tous ses adversaires, et que quand il se retrouve dans des phases de grappling ou de lutte, c'est plutôt en réponse à ce qui se passe de l'autre côté, en tête notamment le dernier combat contre Colby Covington. Oui, je pense clairement que il y a pas mal d'athlètes comme ça. José Aldo aussi, c'est quelqu'un qui a un sol extraordinaire, mais il est tombé amoureux de son pied-point à raison. Et du coup, je vais dire la fin de sa carrière, mais c'est depuis WEC qui mise tout sur son pied-point. On voit de plus en plus d'athlètes qui ont des grosses compétences au sol, mais qui restent dans le pied-point parce qu'ils s'y sentent vraiment à l'aise. Face à Edwards, je suis pas certain que ce soit une excellente décision. Maintenant, on a vu un Ousmane dans la revanche contre Masvidal qui était aussi très à l'aise debout et qui a décidé de pas trop lutter, en tout cas dans le deuxième round. Donc, à voir comment il calibre son jeu. Il va potentiellement rentrer dans le combat en se disant, je vais d'abord voir comment ça se passe debout contre Edwards et au besoin, j'aurai ma lutte derrière. C'est potentiellement son approche. C'est toujours de la spéculation. Moi, Ousmane me paraît vraiment quelqu'un de très stratège et très intelligent, donc ça me surprendrait pas qu'il traîne pas trop avant d'engager la lutte. Le seul bémol,
c'est que Edwards a vachement amélioré sa lutte défensive et surtout, il est extrêmement dangereux au clinch. Et comme tout le monde le sait, tu shootes en lutte, ça fonctionne pas, tu te retrouves au clinch et te retrouver au clinch contre Edwards, c'est pas toujours la meilleure des positions dans laquelle être, même si Ousmane au clinch contre la cage, quand lui a le contrôle contre la cage, il est véritablement excellent. Tout le monde trouvait que c'était chiant contre Woodley. Mais comme j'ai dit dans le Chris Decrypt, au clinch contre la cage, être autant actif avec des body shots, c'est pas donné à tout le monde. Contrôler quelqu'un avec un seul bras et une position de tête pour ouvrir des frappes avec l'autre main, il y en a très peu qui savent le faire et je dirais même qu'il y a quasi que Ousmane qui est capable de le faire. Ben voilà. Merci beaucoup, Chris. Est-ce qu'on peut, là, du côté de Leon Edwards, trouver un petit peu des chemins potentiels, mine de rien, pour la victoire? Parce que ça s'annonce, sur le papier, en tout cas, compliqué. Puis j'ai envie d'ajouter une chose, mine de rien, pour Leon Edwards. Moi, ce que je trouve positif dans son run, là, depuis la défaite contre Tyrone Woodley, c'est qu'il a été face à des adversaires qui, sur le papier, auraient pu le mettre en difficulté dans un domaine qui avait été exposé par Kamaru Usman, à savoir le sol. Il a montré tous ses progrès dans l'exercice, donc je trouve que c'est très positif. Le problème que j'ai avec le run de Leon Edwards, et qui est un petit peu moins vrai avec les nouveaux contenders chez les welterweights, c'était que on était dans une situation où aucun des membres du top 5 ne s'affrontait à part Kamaru Usman, et donc du coup c'est un peu difficile, mine de rien, de juger le vrai niveau de Leon Edwards, parce que Kamaru Usman, ça fait là aujourd'hui 4 piges qu'il n'affronte que le top du top de la catégorie, parce que même avant de prendre la ceinture, il y avait des Demian Maia qui étaient à l'époque, c'était un petit peu sur la fin, mais qui sortaient son title shot. Il y avait aussi Rafael dos Anjos. Le problème de Leon Edwards, c'est ça, c'est entre une faible activité ces dernières années et un retour contre Nate Diaz qui n'a pas du tout, sur le papier en tout cas, le niveau d'un top contender. Je sais pas vraiment où est-ce qu'on peut le placer, et surtout si toi tu te dis, ces armes qui ont fonctionné face à des gars qui sont pas du même niveau que Kamaru Usman vont peut-être là aussi fonctionner. Oui, c'est assez clair que c'est difficile de juger où en est son niveau. Clairement, il a surclassé pas mal d'athlètes du top 10, mais pas du top 5. Ça aurait été très chouette de le voir face à quelqu'un comme Covington pour un peu évaluer, juste vraiment réévaluer sa lutte défensive. Il s'est fait amener au sol par Gunnar Nelson, je pense, 3 fois. Difficile. Bon, il a survécu contre Gunnar Nelson au sol. C'est quelque chose d'assez positif pour lui. Il a toujours eu un bon grappling défensif, que ce soit pour empêcher les amener au sol ou pour survivre au sol ou même être agressif au sol, parce que face à Ousmane, il cherche un triangle dans le premier round. À partir du triangle, il envoie pas mal de coups de coude. Donc voilà. Et ce qui est vraiment triste, c'est ce no contest contre Belal Mohamed, parce que ça aurait pu vraiment ça aurait pu nous permettre de juger ce qu'il vaut en 5 rounds face à quelqu'un qui est très orienté lutte. Ici, on a vu l'approche qu'il a eue contre Belal, c'est mettre la pression, ne pas avoir peur d'envoyer des kicks, parce que ça, c'est souvent quelque chose que les strikers aiment pas faire contre des lutteurs, de peur de se faire choper la jambe et amener au sol comme ça. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a confiance en lui. Il a confiance en son évolution, en ses compétences. Et je pense que, du coup, dans sa tête, en tout cas, il n'a pas eu besoin de combattre contre un top 5 pour savoir qu'il peut battre Ousmane. Mais ça, nous, on ne le sait vraiment pas en tant que fan. Donc, il a clairement des choses à jouer. Il est très rapide, il est efficace en pied-point. Si on a un Ousmane qui vient pas lutter directement, il pourrait trouver une ouverture dès le début. Mais clairement, Ousmane devrait partir favori dans ce combat, même s'il est vieillissant lui-même. Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? On l'a entendu sur le Joe Rogan, hein, il traîne beaucoup de blessures, il combat très souvent blessé, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai l'impression que Ousmane, en termes de compétences, enfin voilà, quasi tout le monde le met numéro 1 pound for pound du classement pound for pound. On peut négocier peut-être avec Volkanovski pour le moment. Après, je sais qu'il a des haters et que les gens disent ouais, mais debout il a qu'un jab. Ouais, mais il a qu'un jab qui lui permet de gagner des combats, donc c'est amplement suffisant. Mais clairement, ce qu'il dit dans certains podcasts et ce qu'on voit aussi, c'est ses genoux commencent à souffrir de plus en plus. C'est peut-être la raison pour laquelle il axe beaucoup moins son jeu autour de la lutte. Et donc moi j'ai l'impression qu'il y a un genre de compte à rebours dans la carrière de Ousmane qui pourrait très bien arriver dans ce combat-ci. Il a laissé sous-entendre plus d'une fois qu'il lui restait plus beaucoup de combats dans sa carrière. Je pense qu'il espère gagner contre Leon Edwards et peut-être avoir un Red Panty Night après contre peut-être Connor s'il vient en welterweight ou peut-être un autre money fight qui pourrait se trouver dans la division. Mais voilà, le fait qu'il soit vieillissant et qu'il a déjà dit plus d'une fois que les blessures le rattrapaient, qu'il pensait à la retraite, ça
peut jouer. Pour moi, ça, c'est le facteur X. Et pour ceux qui parient, c'est le genre de combat où moi, je resterai très, très, très loin de celui-ci et je parierai pas dessus. Oh, wow, wow. Ouais, non, mais pour le coup, ouais, moi aussi, je pense que Leon Edwards a quelque chose à faire. Après, du côté de Kamaru Usman, sur ses derniers combats, je pense là, moi aussi, vraiment, qu'il va revenir à ce qu'il a fait par le passé. Certes, les gens vont peut-être le critiquer, mais à mon sens, il y a tellement d'enjeux dans ce combat-là. Quand je dis il y a tellement d'enjeux, c'est il va pas se faire de l'oseille avec le pay-per-view. C'est un combat, je pense que lui n'en voulait pas, même l'UFC n'en voulait pas, mais ils se sont dit, bon, bah, on est obligé de filer le title shot mineur à Leon Edwards parce que c'est une organisation, c'est de l'entertainment, mais c'est aussi du sport. Donc, quand il y a un mec qui est sur une telle série de combats sans défaite, bah, faut finir par lui donner le title shot. Kamaru Usman, s'il s'impose, ah, il y a potentiellement une montée chez les light heavyweight comme il a envie de le faire. On sait pas ce qui peut se passer pour Pereira, mais potentiellement une montée chez les middleweight. Et dans sa catégorie, il y a quelqu'un qui s'appelle Khamzat Chimaev qui devrait, selon toute vraisemblance, s'imposer contre Ned Diaz et faire un très très gros combat contre Khamzat. Donc moi, je pense qu'il va revenir à ce qui a fait son succès par le passé. Et je te rejoins aussi, c'est peut-il encore le faire? C'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète dans le sens, qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas à mettre au sol dès le début du combat Leon Edwards? En tout cas, si sur ses premières amenées au sol, ça se passe pas comme prévu. Clairement. Parce que pour un peu rajouter du piment dans ce combat, Oh là là. sur leur premier combat, il a complètement foiré ses entrées en clinch. Donc, il est arrivé pour pas shooter vers les jambes, mais pour shooter sur le haut du corps et partir en gréco-romaine. Il se faisait systématiquement contrer. Il a adapté son jeu pour shooter dans les jambes très rapidement et c'est ce qui lui permet de gagner. Mais ici, si on part du principe que ses genoux commencent à vachement souffrir, les shoots dans les jambes, c'est compliqué quand les genoux sont pas à 100%, on va dire. Et du coup, casser la distance contre un Leon Edwards sans shooter bas et en shootant haut, c'est là où il y a des gros risques de contre. Et justement, je prends exemple du knockdown qu'il a mis contre Gunnar Nelson, c'est typiquement ce genre de situation. Gunnar Nelson est quelqu'un qui aime bien casser la distance d'abord au clinch pour ensuite chercher son amener au sol. C'est là où il s'est fait prendre en taille clinch et il a pris son coude du gauche. Le timing de Leon Edwards sur ses coups de coude, il est parfait. Il est vraiment parfait. Donc, casser la distance contre lui, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est là où moi, je suis vraiment high pour le combat parce que on a un Ousmane qui est capable de gagner debout. Même si ça se passe debout, on a tendance à dire que c'est Leon Edwards qui aura l'avantage. Et on a un Leon Edwards qui, selon moi, est vraiment capable de mettre à mal en Ousmane lorsqu'il casse la distance et qui serait capable de rester debout et de pas se faire amener au sol. Cependant, Edwards n'est pas quelqu'un comme Max Holloway ou comme Israel Adesanya. Il n'a pas la même. Une fois qu'il est dos à la cage au clinch, il n'a pas la même recherche proactive pour sortir. Il cherche à frapper, il cherche à pas prendre trop de coups, il cherche la survie. C'est pas quelqu'un qui proactivement va chercher à absolument sortir du clinch pour se remettre à une distance de pied-point. Donc, Ousmane pourrait en plan B ou plan C, chercher à avoir une performance un peu comme celle qu'il a eue contre Tyron Woodley. Gagner au contrôle à la cage. Alright, je partais pour ça aussi concernant Kamaru Usman et une petite victoire. Je sais pas si on a quelque chose à ajouter, mais de mon côté, petite victoire par décision de la part de Kamaru Usman. Pour moi, c'est le prono qui fait le plus de sens. Ils sont tous les deux extrêmement durables. Résistant. Et Ousmane est juste tellement complet et tellement intelligent que je pense qu'il va trouver le moyen de chercher une victoire, à mon avis, par décision. Je serais pas surpris de voir un Edwards qui prend peut-être le premier, voire le deuxième round, mais sur la distance, c'est plutôt Ousmane qui trouvera les bonnes adaptations s'il n'a pas trouvé la bonne stratégie d'entrée de jeu. Donc, ouais, pour moi, le pronostic le plus réaliste et le plus safe, c'est Ousmane à la décision. Ah bah voilà. Mais attention, moi je préfère dire que je serais pas si étonné que ça en cas de victoire de Leon Edwards, parce que comme c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, un peu tricky, en gros, je serais pas surpris que tu vois le combat, je pense que Kamaru Usman a toutes les armes pour un petit peu réussir à nullifier, canasser Leon Edwards, mais on peut être dans une situation où Kamaru Usman se retrouve, et même nous, pas être frustré en regardant le combat, mais voir le combat lui échapper et qu'au final on soit en mode bah mec t'as perdu 3 rounds là et soit ça va à la décision, au scoring, t'as finalement perdu ta ceinture. Eh ben, ce serait le scénario idéal. Moi, souvent sur les combats comme ça, le scénario idéal pour les fans, le scénario idéal, c'est que Edwards prenne les 3 premiers.
parce que ça veut dire qu'on a du contenu, ça veut dire qu'on a de la durée entre deux gars ultra compétents, et on a un Ousmane qui va peut-être devoir sortir de son jeu à partir du 4e round et chercher le finish, et ça peut donner une dynamique absolument extraordinaire. Et puis personnellement, techniquement, je suis un grand fan des deux, et je sais pas pourquoi, je préfère une victoire de Edwards. J'ai jamais, comment expliquer ça sans me faire détruire dans les commentaires. Détruisez-le. Voilà, c'est ça. J'ai Détruisez-le. jamais apprécié les champions ultra dominants parce que Ok. ça bloque un peu la division. Ah ouais? Surtout, c'est pas que ça bloque, mais à un moment, t'as plus de contender. Ouais, mais justement, Toi, vas-y. ouais, Moi, c'était plus, est-ce que tu préfères pas les... En gros, moi, j'ai un problème pour les champions ultra dominants quand c'est des catégories, tu vois, qui sont pas très relevées. Mais c'est quand t'as ça. un Ouais. mec comme aujourd'hui, justement, que ce soit, allez, Volkanovski, peut-être pas encore, mais que ce soit un Kamaru Usman qui arrive à faire ça dans une catégorie où chaque fois qu'il y a les combats, on est quand même en train de se dire, c'est quand même chaud pour lui, est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Et il y arrive quand même. Tu vois, ça, pour moi, ça ajoute une dose de... Bon bah mec, effectivement, chapeau bas quand même. Ouais, après, moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand t'as un champion dominant qui perd sa ceinture, qu'est-ce qu'il fait après? Euh... J'avais adoré avant cette série de défaites, mais j'avais adoré quand Anderson Silva avait perdu sa ceinture. Parce que je trouve que ça faisait un vent frais. Il y avait Chris Weidman qui était champion et on avait un Anderson Silva qui devait recombattre sur 3 rounds. C'est particulier parce qu'à l'époque, si je me trompe pas, les main events c'était pas encore en 5 rounds. Donc voilà, on a dû avoir un Anderson Silva qui se reconstruisait et je trouvais que d'un point de vue fan, c'était sympa. On avait des combats chez les middleweight qui étaient pour la ceinture quelqu'un qui n'est pas Anderson Silva contre un autre. En plus, ça a donné Weidman contre Belfort, qui était très très chouette. Ça a donné Weidman contre Machida, contre Rockhold, c'était incroyable. Enfin, ça a vraiment redynamisé cette catégorie qu'on commençait à oublier parce que Anderson Silva était juste tellement dominant que pour avoir un peu de fun, il a dû monter voir Forrest Griffin en light heavyweight. Et ici, pas que c'est la même chose parce que il y a toujours des nouveaux contenders, notamment Khamzat, ça peut être vachement sympa pour la hype et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, moi j'aime bien avoir cette nouveauté. Donc Leon Edwards champion, je sais que ça parle pas parce qu'il a une personnalité vraiment pas extraordinaire qui sort du lot, mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et ça peut, Leon Edwards contre Khamzat, ça peut être vachement chouette. Hein. Moi j'avais été très hype quand ça avait été annoncé au début de carrière Il y a de tellement Khamzat. longtemps, il y a tellement longtemps. C'était pendant le Covid. Ouais, C'était c'est pendant ça, le Covid, c'est ça. c'était en décembre, Chris, décembre 2020. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat, sur ce main event de l'UFC 278? Non, ça va être fun. Moi, je sais juste que ça va être fun. Let's go. Chris, est-ce qu'on parle de Luke Rockhold contre Paulo Costa ou c'est tout pour nous? On parle de Luke Rockhold, Paulo Costa? Moi, je suis prêt à parler de tout ce que tu veux. Let's go. Eh ben parfait. Franchement, on va parler de Luke Rockhold contre Paulo Costa. J'attends ce combat parce que je suis un très grand fan de Luke Rockhold. Pour moi, c'est quelqu'un qui sur le papier, et c'est bizarre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi j'adore ce gars parce que déjà je trouve qu'il a vraiment pas manqué de chance, mais tu vois qu'il a eu, tu vois, t'as des mecs qui sont dans des spirales négatives et je pense que lui c'est exactement l'exemple de je suis dans une spirale négative, je n'arrive pas à m'en sortir. Parce que quand on prend Luke Rockhold sur le papier, je pense que tout le monde aimerait être comme lui, que ce soit dans la cage comme en dehors, parce que c'est un putain de beau gosse, mais aussi dans la cage en termes de compétences. Quand Luke Rockhold fait du Luke Rockhold et que tout se passe comme prévu, je pense que c'est un cauchemar pour pas mal de gars. Je pense aussi, et ça franchement, moi je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu vois, faut arriver à ce combat-là, mais contre Israël Adesanya, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment toutes ses chances face à lui, mais le problème, c'est que Luke Rockhold a un petit peu tendance à se faire mettre KO de tous les côtés depuis quelques années. Et là, contre Paulo Costa, c'est encore un combat, et c'est ça qui est terrible. C'est encore un combat où il a toutes les armes pour s'imposer. Mais je vois venir le crochet et je vois venir le chaos malheureusement. Eh ben, je suis très content de ton introduction puisque c'est rare de trouver d'autres personnes qui sont absolument fans de Luke Rockhold. Très bien. Alors, on va d'abord rigoler un peu parce que tu as parlé de son physique et je vais sortir une petite anecdote. On Je vais t'a me faire ramasser. on t'a confondu. Non, je vais me faire ramasser par ma femme après ça, mais on est ensemble depuis très longtemps et avant qu'on soit mariés et tout ce qui s'ensuit, on a fait le petit jeu fun que certains couples font, c'est-à-dire établir une liste de 5 personnes avec lesquelles on autoriserait l'autre personne à coucher.
malgré qu'on est ensemble. Il y a des gens qui font ça, Qui on en fait fait parler. ça? Mais On qui sait fait que c'est ça? hypothétique, on sait que c'est hypothétique. Et donc moi j'avais créé ma liste avec 5 femmes et elle avait créé sa liste avec 5 hommes. Et parmi les 5 hommes, il y avait Monsieur Rockhold. Ah, donc ta femme est Parce que fan oui, de je sors. MMA. Oui, bien sûr, Oh, bien sûr. Elle, stylé. elle est devenue fan de MMA Wow. parce que quand on s'est rencontrés, je donnais des cours d'initiation et donc elle a suivi mes cours d'initiation et ça l'a rendue fan du sport, ce qui fait qu'elle faisait les nuits blanches avec moi pour regarder. Elle a Waouh. voyagé avec moi pour aller voir des UFC en live. Donc, on a fait Glasgow, Stockholm, Berlin, Rotterdam. On en a fait pas mal ensemble. Mais par contre, elle l'a retiré de sa liste à partir d'un moment parce que sa personnalité n'était pas tip top dans les interviews. Exactement, c'est ça. C'est le gros problème et qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains aussi. Oh, cette vidéo est Voilà. incroyable. À côté de Ned Diaz, elle est incroyable cette vidéo. Qu'est-ce qu'on en rigole. Donc, du, du coup, monsieur. Du coup, techniquement, par contre, je te rejoins. Moi, je trouve que Luke Rockhold est clairement un des meilleurs middleweight. Enfin, en termes d'accomplissement, pas, parce qu'il n'a pas été champion suffisamment longtemps que pour faire ce statement. Mais en termes de compétences, quand il était dans son prime, c'est clairement un des meilleurs middleweight qu'on ait jamais vu dans la cage. Son premier combat contre Souza était incroyable. Sa victoire contre Weidman pour prendre la ceinture était incroyable. Son premier combat contre Bisping, c'est vraiment une masterclass. On le voit bizarrement comme un striker parce qu'il est vraiment très très bon en garde ouverte debout. Mais alors ses scrambles et son grappling original, voilà, c'est Kimura à un bras, c'est guillotine sortie de nulle part en monte, c'est high kick avant, enfin c'est vraiment un très 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 bon combattant. Et effectivement, son défaut ça a été son menton et son arrogance dans la cage qui ont vraiment fait un revirement dans sa carrière. Je pense que son ego était surdimensionné. Sa défaite contre Bisping pour la ceinture, ça a un peu cassé son moral. Et ça, couplé à un menton qui tient plus la route et à une mauvaise décision de monter chez les light heavyweight, bah, ça a effectivement bien freiné sa carrière. Donc moi, je pense que je suis comme toi, j'ai un énorme espoir de voir la version de Rockhold qu'on avait vue contre Chris Weidman, par exemple, parce que si c'est cette version qui arrive contre Costa, ça va donner un combat qui sera automatiquement Fight of the Night, puisque Costa, peu importe sa personnalité absolument bizarroïde, de s'en foutre des catégories de poids, d'avoir aucun respect pour ses adversaires à ce niveau-là. Malgré tout, malgré son alcoolisme percutant, il fait des performances incroyables et je pense qu'il y a une bonne dynamique de combat qui peut se proposer entre Luke Rockhold, qui a plutôt un volume de jeu, on va dire, moyen faible, mais avec une grosse précision, une belle efficacité, face à un Costa qui, hormis contre Israël Adesanya, pousse le combat dans une suractivité et je pense que ça peut être magnifique. Alors maintenant, pour te rassurer, Paulo Costa, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'il est puissant. C'est probablement pour son physique. Alors j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais est-ce qu'il a déjà mis un KO sur une frappe? Exactement, c'est ça avec Paulo Costa. Après, bon, mine de rien, il ruine surtout le corps de ses adversaires avec des énormes body shots. Mais C'est ça, mais ça reste quelqu'un qui a besoin de combiner ouais, pour chercher son technical knockout. C'est pas quelqu'un. Alors, bon, il peut évidemment mettre KO Rockhold sur une frappe, parce qu'on disait la même chose de Bisping. Qui est-ce que Bisping a mis KO en une frappe? Bah, Rockhold. Pas de chance. Mais voilà, Costa est pas quelqu'un qui a ce KO power, même si bah, quand enfin, sa musculature et sa façon de combattre où il envoie, on sent qu'il veut mettre de la puissance dedans. Il n'y a pas l'impact que d'autres personnes ont, comme McGregor ou des gens comme ça. Il a pas prouvé qu'il a le one punch knockout power, comme on dit en anglais, il a pas cette compétence de mettre KO avec une seule frappe. Il a besoin de combiner derrière. Et c'est assez intéressant parce que c'est difficile de combiner contre Rockhold qui bouge très très bien. Et alors moi, ce que j'aime bien dans ce combat, c'est les kicks. Middle kick de Rockhold en garde ouverte, ils sont extraordinaires. Et Paulo Costa, c'est quelqu'un c'est une des rares personnes qui envoie d'abord un kick pour ensuite combiner en anglaise. Et c'est rare, mais c'est très efficace parce qu'en termes de distance, c'est intéressant. Ceux qui viennent du Muay Thai, on sait très bien que généralement, on aime bien ouvrir en anglaise pour finir sur un low kick, par exemple. Mais en termes de distance, je trouve que ça a plus de sens de ouvrir sur un middle kick pour stopper les mouvements, les déplacements de l'adversaire pour ensuite rentrer dans une distance d'anglaise. Le seul truc, c'est qu'en termes de mécanique du corps, c'est assez compliqué parce qu'il faut que la rétraction du kick soit extrêmement rapide et qu'on soit directement en position d'avancer pour combiner en anglaise. Et ça, c'est quelque chose
c'est un milieu dans lequel Paulo Costa excelle complètement. Nous sommes d'accord, monsieur. Et puis, point important aussi concernant Luke Rockhold, c'est vrai que j'espère, là, visiblement, ça a l'air d'être le cas, mais que son corps va aussi le laisser tranquille, parce que ça a été aussi le gros problème de sa carrière. C'est que pendant un moment, et c'est pour ça qu'il avait fait sa montée chez les Light Heavyweight, c'est qu'il ne pouvait plus, tout simplement, faire le poids. Quand je dis qu'il pouvait plus, c'est à chaque fois, il y avait des infections, des fractures, enfin c'était terrible pour lui. Là sur le papier ça a l'air d'être ok, mais c'est vrai que la différence d'un Luke Rockhold qui est en camp d'entraînement et qui n'est pas en camp d'entraînement, le mec reste in shape, hein, mais c'est vrai qu'on sent que pour lui ça lui coûte énormément d'atteindre les 84 kilos. Oui, ouais, et Paulo Costa aussi. Paulo Costa aussi, mais je sais pas si du côté de Paulo Costa il y a la même rigueur que chez un Luke Rockhold. Clairement pas. Voilà, et donc là tu penses qu'il va se passer quoi? Non, je crois qu'il est en 3 rounds. Rappelons-le, Ouais, c'est important. C'est dommage, je trouve. C'est dommage, mais ça fonctionne bien avec la dynamique de combat en Paulo Costa qui est très agressif. Il va pouvoir encore monter davantage l'intensité qu'il avait mise face à Vettori, qui répondait très bien à cette intensité. Et à mon avis, ça convient bien aussi à Rockhold qui a été très inactif récemment et comme tu dis, qui a été fort blessé, qui semble fort fragile. C'est plus dans son intérêt de reprendre sur une dynamique de 3 rounds en espérant qu'il se soit préparé vraiment de manière très sérieuse pour ce 3 rounds. Alors ici, j'ai pas envie de faire parler mes espoirs parce que j'ai beaucoup d'espoir que Rockhold obtienne la victoire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de combats dans le haut de la division qui sont intéressants pour lui. Mais j'ai l'impression ici que Paulo Costa va s'imposer de par son volume et son agressivité. Je sais pas, voilà. Mon gros espoir, c'est que Luke Rockhold cherche à lutter face à Paulo Costa parce que je veux le voir en grappling. Ce gars, il a pas assez utilisé dans sa carrière que pour nous faire plaisir. Et j'espère qu'il y aura des moments au sol. Mais voilà, si je veux être réaliste, j'ai l'impression que voilà, c'est une route vers la victoire pour Paulo Costa de par son agressivité, parce qu'il va oser être agressif face à Rockhold, contrairement à face à Adesanya. Même si on pourrait s'attendre à ce que la dynamique de combat l'amène plus vers du faible volume et faible intensité, et donc ce sera à l'avantage de Rockhold, mais la probabilité est plus élevée que Paulo Costa s'impose ici. Bon, eh bien, pareil. Et précisément, du coup, comment? Un finish dans le deuxième round. Voilà. Ouais, bah, Le pareil corps. pour moi. Le corps. Ah ouais, le corps? Ok, moi je pense pour le coup extinction des feux, deuxième round. Ok. Ça fait mal. Ça fait mal à dire. Ça fait mal. Ouais, non, ça fait mal. Surtout, franchement, là, bah, pour le coup, malheureusement, vous regardez le run de Luke Rockhold là sur ces derniers temps, c'est pas très joli. Mais là, à mon avis, à 38 piges, en cas de défaite. Ouais, faut raccrocher les gants, ou alors on le remet contre Weidman à son retour. Ouais, parce que c'est un combat que l'UFC a essayé de rebooker plusieurs fois. Malheureusement, c'est pas fait parce que de temps en temps, c'était Luke Rockhold qui était blessé. Chris Weidman aussi. Donc, c'est vrai que ça aurait du sens là pour le coup en cas de défaite de Luke Rockhold, bien évidemment. Ouais, ils sortiraient tous les deux d'une défaite, bon, celle de Weidman. Après, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit Weidman, bon, pas de chance, dommage pour lui, mais l'angle sur lequel il a envoyé son low kick contre Uriah Hall, c'est une erreur de débutant. Donc voilà, c'est une vraie défaite. Et mais c'est marrant, hein, comme quoi, hein, le combat Chris Weidman-Luke Rockhold, qui à l'époque, souvenez-vous, c'était en 2015, on voyait ça comme vraiment le choc des titans dans cette catégorie, les deux meilleures versions qu'on ait pu avoir de middleweight existant sur la planète, et bah ça les a complètement brisés, les deux. Il y a vraiment eu un avant-après. Oui, c'est clair. Et damn, je vais revoir ce combat après le podcast, il était trop chouette. Avec un spinning. Avec le pire spinning de l'histoire. Il est à égalité avec Chael Sonnen contre... Bon, c'est pas le même spinning, Chael Sonnen, c'est un backfist, mais celui de Chael Sonnen contre Anderson Silva, ouais. Une catastrophe. Mais ouais, mais en tout cas, terrible parce que, enfin, vraiment à cette époque-là, et c'est pour vous dire, hein, quand même, MMA, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais en 2015, c'était donc juillet 2015, je crois, quand il y a eu le combat, personne ne pouvait s'imaginer une telle déchéance pour les deux hommes, quoi. Non, après ça, on pensait vraiment que il y allait enfin, moi, je pensais que c'est le genre de combat, enfin, le genre de dualité entre athlètes qui allait nous offrir une trilogie sur le long terme et une trilogie chaque fois pour la ceinture comme on a pu avoir précédemment. Et bon, ben, j'ai eu complètement faux là pour la peine. Mais ouais, non, mais ils étaient tellement au-dessus du lot. Non, mais bref, c'est fou. On en a terminé, monsieur Chris. Allez, bah on se retrouve
Quoique, tu voulais parler de José Aldo. Tu voulais parler de José Aldo. Tu voulais parler de José Aldo. Très rapidement, très rapidement. On peut parler rapidement de José Aldo parce que José Aldo, qui, je trouve, là, se retrouve dans un traquenard, je ne sais pas pourquoi. Il a accepté ce combat-là contre Merab Dvalishvili. Je comprends pas, vraiment je comprends pas parce qu'il est dans une dynamique où à mon sens il aurait pu soit sagement attendre le title shot, soit affronter quelqu'un d'un petit peu moins traquenard pour lui, mais là on Mhm. voit la volonté de l'UFC, on voit que clairement bah ils vont peut-être potentiellement servir de José Aldo pour permettre de faire monter, enfin un petit jeune qui est pas si jeune que ça bien évidemment, mais en tout cas ouais non je suis assez intrigué par ce combat là parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué quand même. Ouais, moi, je trouve ça ultra bizarre. Il y a beaucoup de gens qui espéraient voir Aldo contre Sterling, moi aussi. Enfin, en termes d'histoire, je trouve ça génial qu'une légende comme Aldo puisse avoir le title shot contre Sterling. En plus, title shot dans lequel il serait légèrement underdog, mais dans lequel on peut voir ses chances. Et là, effectivement, il prend un des pires profils pire profil, c'est difficile à dire. En fait, tout va jouer sur sa défense de lutte. Merab, c'est une machine. Il lâche pas. Il chaîne. Il lutte en chaîne. On a connu quelqu'un comme ça qui s'appelle Frankie Edgar, qui a pas trouvé son succès contre José Aldo. Et donc, clairement, si Aldo gagne ce combat, ça veut dire qu'il a toujours pas diminué, que la qualité de son jeu est toujours présente. Et là, il y a aucune discussion possible. C'est le prochain pour le title shot. Imaginons si c'est contre TJ Dillashaw, ce serait incroyable. Mais effectivement, si Merab trouve son chemin vers ses amenés au sol, bah, c'est difficile de voir Aldo s'imposer, même si son jeu sur son dos est incroyable. On l'a vu aussi souffrir. Bon, il était sonné contre Piotr Yan, il était sonné les 2 fois contre Max Holloway, mais on a vu que son jeu restait transperçable au sol et surtout face à quelqu'un de la qualité de Merab. Donc, très chouette combat sur papier. Petit pincement au cœur parce qu'effectivement, on aurait tous préféré, je pense, voir Aldo recevoir son title shot ou en tout cas, soit le voir attendre pour le vainqueur entre Sterling et TJ, ou bien prendre un profil peut-être un peu plus abordable à ce niveau-ci de sa carrière. Complètement, ou en tout cas quelque chose où on se dit voilà, ouais, petit combat un peu champagne, j'ai pas exactement de nom en tête, mais tu vois, ouais, voilà. Dominique Cruz. Voilà, c'est ça. On a Dominique Cruz ce week-end, voilà, un Dominique Cruz José Aldo, ça m'aurait intéressé parce que c'est deux légendes du sport. Mm. Et on n'a vraiment pas l'impression qu'ils essayent de faire monter un gamin là. Et donc là, pour ton pronostic. Eh ben, écoute, je vais aller à l'encontre de ce que je viens de dire littéralement. J'ai confiance en cette takedown defense de Aldo et le combat, pas référence, mais on a vu un Aldo face à un Rob Font qui a été pour moi absolument merveilleux dans le sens où Rob Font est venu avec la stratégie idéale Complètement. Et contre on José avait Aldo. tous très 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 peur. Après, si c'était passé contre Yann et contre Max Holloway. Rob Font était le profil qui pouvait mettre à mal Aldo. En plus de ça, il est venu avec la stratégie idéale par rapport à son propre profil versus Aldo. Et malgré tout, Aldo a réussi à sortir le grand jeu pour l'emporter. Alors, c'est pas du tout le même profil Merab, mais je pense que Aldo a cette capacité de faire le combat. Pour moi, le masterclass de José Aldo dans toute sa carrière, je pense que personne ne sera d'accord avec moi, mais c'est sa revanche. Pas sa revanche, mais la revanche de Frankie Edgar Ouais, contre complètement. José Aldo, À l'UFC 200, ouais, c'était magnifique. techniquement, stratégiquement, c'était magnifique. Et puis on rappelle, hein, c'était le combat juste après la défaite contre Conor McGregor, donc il y avait énormément de points d'interrogation sur José Aldo. Totalement, totalement. Moi, je pense que j'avais vu Frankie Edgar s'imposer dans cette revanche et pourtant, il n'a pas laissé l'ombre d'un seul doute dans cette revanche. Et je pense que, voilà, j'ai pas envie de trop comparer Frankie Edgar et Merab parce que Frankie Edgar a une meilleure anglaise et du coup, il tourne un peu plus son jeu sur le debout et il force beaucoup moins cette lutte et il l'étouffe moins avec cette lutte. Mais le footwork, le jeu de jambes défensif de José Aldo pourrait lui permettre vraiment de jamais offrir un bon angle à Merab et étant donné qu'il a une défense de lutte extrêmement explosive et une souplesse dans ses hanches qui est quasi incomparable à l'UFC, ça pourrait lui permettre de maintenir un maximum ce combat debout et du coup de marquer ses points. Enfin, José Aldo a toujours eu ce flair, cette compétence pour gagner les rounds. À part contre Marlon Vera, il sait comment gagner un round de justesse. Sa revanche contre Chad Mendes, c'est le meilleur exemple. Et je pense ici, il en serait capable aussi. S'il reste debout, il n'aura pas besoin de beaucoup de frappes
pour faire la différence, mais il arrivera à trouver ce peu de frappe pour faire la différence à chaque round, surtout en 3 rounds. Merab, c'est plus compliqué, je pense, en 5. Et ben voilà, réponse la semaine prochaine à Salt Lake City pour l'UFC 278. Chris, merci beaucoup. On a bien parlé, c'était cool. On a bien parlé, voilà, c'était cool. On a bien parlé de l'UFC 278. Shout out my sweet pea, my sweet protein. Maintenant 3% sur tous mes protéines avec le code la surprise. On se retrouve très très vite. À très bientôt.